le cercle RH, notre débat. À quoi va ressembler le monde du travail, votre espace professionnel, votre métier va-t-il disparaître? Allez-vous changer de métier? Toutes ces questions, vous les posez et quelques éléments de réponse passionnants d'ailleurs dans cette étude réalisée par OnePoint sur le monde du travail en 2035, une prospective. Vous aurez un métier, plusieurs métiers, vous serez en formation permanente, vous serez en train de faire de l'informatique pour évidemment continuer à progresser au rythme où va l'informatique. Toutes ces questions, on va en parler avec mes invités. Mathieu Fouquet, je vous salue et je vous présente parce que c'est vous qui portez ce rapport OnePoint, vous allez nous le détailler, secrétaire général et partenaire RH chez OnePoint. Alors juste un mot, vous expérimentez déjà dans votre entreprise l'idée qu'il y ait très peu de hiérarchie, de l'agilité, on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est un vrai sujet. On parlera peut-être du travail indépendant, de l'indépendance, de la façon dont on autonomise son travail. À vos côtés, Alexandre Pachewski, ravi de vous réaccueillir sur ce plateau. C'est un vrai plaisir, docteur en intelligence artificielle et vous avez été le fondateur de Talentsoft et vous avez cédé, vous avez quitté l'entreprise, vendu l'entreprise pour vous consacrer à des travaux plus prospectifs. Merci d'être avec nous. Et puis Franck Morel est là, le droit, avocat en droit du travail et vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne. Ce sont des sujets de prospective évidemment sur lesquels travaille aussi, sur lesquels tous les deux d'ailleurs vous phosphorez. D'abord un petit mot sur la notion de prospective parce que vous savez il y a toujours ces économistes qui annoncent des choses en vous affirmant droit dans les yeux que l'inflation allait s'effondrer en mars et puis l'inflation vous avez vu ce qu'elle donne. C'est du prospectif, c'est quoi l'esprit de cette étude? C'est de l'humilité, c'est de la projection, quand même basée sur quelques données. C'est le fait d'avoir interviewé avec Kantar, notre partenaire, 2000 Français. Je voulais les citer, Kantar, absolument. Ouais, Kantar Public. 2000 Français en début d'année, ce qui est assez gros comme panel, réparti dans toutes les régions, toutes catégories socio-professionnelles, toutes classes d'âge, pour pouvoir avoir une base quand même un petit peu solide. C'est bien évidemment pas Nostradamus, ce ne sont pas des prédictions, ce sont vraiment en toute humilité des projections qui, pour nous, se vérifient à travers le visage de pas mal d'experts, parce que je ne suis pas le seul à le porter, ce rapport. Alexandre, il y a contribué Absolument. aussi. Alexandre Pachewski, juste d'un mot, puisqu'on entend la méthodologie, le travail sérieux, accompagné par un institut, Kantar, à quoi ça sert de vouloir savoir ce qui peut nous arriver en termes professionnels, monde du travail en 2035? C'est quoi l'utilité? C'est simple, c'est d'anticiper, de préparer, plutôt que de subir. On prend l'exemple très simple, on parle toujours d'intelligence artificielle. S'il est avéré qu'un certain nombre d'emplois disparaîtront et que d'autres devront se créer, selon la fameuse théorie schumpeterienne, il va falloir se préparer parce que dans le cadre de cette révolution industrielle, la marche à gravir pour ceux qui perdront peut-être leur emploi sera plus importante que durant la révolution précédente. Ce qui fait que si vous n'anticipez pas, vous ne créez pas de nouvelles filières, vous n'accompagnez pas, y compris sur des aspects purement comportementaux, sociaux, psychologiques. C'est un choc. Les gens n'arriveront pas au moment où cela surviendra à prendre le train en marche. Donc, pour espérer qu'il n'y ait pas trop de gens sur le quai, il faut anticiper. Donc c'est l'anticipation, c'est l'employabilité des salariés, de manière à pouvoir transférer des secteurs qui vont disparaître, on en connaît déjà quelques-uns, vers des secteurs qui embaucheront, mais il faut qu'ils soient formés. On va en parler déjà. Premier thème, l'intelligence artificielle, pour vous, elle est là, elle est présente, et il faut vivre avec. Donc ça, on va lancer le sujet. Vous en pensez quoi de la notion de prospective? Parce que l'Institut Montaigne travaille aussi à la prospective, fait des études, vous êtes venu récemment sur notre plateau. C'est pour finalement éviter les accidents? Je pense que ce qui est intéressant dans le travail de prospective, c'est comme vous venez de le dire, c'est effectivement de se mettre en état, se préparer pour faire face aux changements que nous allons connaître. Et faire en sorte que notre écosystème d'ensemble, notre écosystème juridique, social, de garantie, etc., collent le plus parfaitement possible à ces évolutions. Je pense qu'il y a un exercice qui peut être intéressant pour mesurer la pertinence des problématiques qui sont mises en avant, c'est le fait de faire l'exercice inverse. Plaçons-nous 13 ans en arrière, en 2009. Où étions-nous en 2009 ? On mettait en avant pour la première fois l'auto-entrepreneuriat. On n'avait pas encore créé le statut du portage salarial. Le télétravail était quelque chose pour lequel il y avait un accord européen, mais il y avait archi minoritaire. Et donc, effectivement, on voit bien que les tendances qui sont pointées dans l'étude dont nous sommes en train de parler, eh bien, sont des tendances lourdes qui viennent de loin
et qui était déjà en gestation en 2009, cette question de la pluriactivité, de la montée du niveau de compétences, de l'importance stratégique de la formation. L'étude le met en avant, et je l'avais souligné. Et que vous évoquiez dans vos travaux récents. Voilà, que j'ai publié il y a quelque temps. Il y a un actif sur 2 qui envisage une reconversion. Et effectivement, vous avez parlé du processus schumpeterien de, entre guillemets, destruction créatrice. Ça veut dire qu'on a devant nous des enjeux majeurs. On a à dérouler un exercice de GPEC de la nation, de gestion prévisionnelle des emplois et de compétences, à l'échelle de l'ensemble de la nation, pour effectivement mobiliser tous les instruments, adapter le droit, donner plus de souplesse. L'étude parle de multi-activité, donc de souplesse entre les statuts, de bon équilibre entre la sécurité juridique et les garanties sociales pour permettre à ces différents statuts de se développer. Commençons par les thèmes pour entrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a plusieurs thèmes que vous avez soulignés chacun. Vous avez finalement fait le plan de l'émission. D'abord, le premier, parce que c'est un sujet très sensible, ça c'est votre étude. 7 Français sur 10 pensent que les métiers exercés demain seront principalement de nouveaux métiers, encore inexistants, disent-ils. Et par ailleurs, ils pensent que le tout robot n'est pas la solution et que l'intelligence humaine a encore une vraie place dans le futur du travail, qui est une source de création nette d'emplois. Juste pour répondre à cette question, on nous dit que l'intelligence artificielle va nettoyer les emplois, on va finir par tous être en vacances et faire des loisirs, puisque le robot, l'IA, va faire tout à notre place. Faux. D'abord faux, à moins que ce soit ce que nous souhaitions. C'est ça, Et voilà. on a tendance à oublier que derrière l'intelligence artificielle, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a une société à bâtir. Donc, à titre personnel, ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Il s'agit plutôt de laisser la place qui revient aux humains. Et cette place qui revient aux humains, elle reste encore à déterminer. Parce qu'en définitive, on n'a pas toutes et tous envie de la même chose. Et ce qui, à mon avis, se joue aujourd'hui, et si on tire le fil justement, ce qui est probablement va être le fil qu'on va tirer jusqu'en 2035, c'est comment chacun va considérer le travail plutôt comme un levier d'émancipation. Comment suis-je heureux ? En mobilisant quel comportement, en travaillant avec qui ? Et comment là-dessus, la machine, la technologie en général, pourrait suppléer à mes besoins pour me mettre à ma bonne place. Salarié augmenté, c'est ce que vous développez, c'est accompagné d'outils numériques, d'IA, et on parle beaucoup ici sur ce plateau de RH, on digitalise, on donne des outils pour que le RH se concentre avec l'humain, qu'il puisse avoir des échanges humains. C'est ça la philosophie, pour rester sur ce volet technologique. Et exactement. Et non, parce que ça fait peur aux Français, pour le dire. Hein. C'est un enjeu politique, ça. Ah, totalement. Et sociétal. Mais pour l'émancipation, vous la citiez en fait en se remettant 13 ans en arrière, c'est fantastique parce qu'il y a 13 ans, il s'est passé autre chose. En 2008, il y a quand même cette fameuse crise financière. Les nouvelles entreprises mondes sont devenues des entreprises de la tech et du lien social. Et on a vu tout un environnement juridique se dessiner vers l'indépendance, en tout cas l'autonomie et l'indépendance. C'est vrai, ça a commencé là, ouais. Donc, si vous voulez, ce qui est assez fantastique, c'est que c'est un mouvement qui est lancé. Et ce que montre cette étude, notamment avec... on montre une absence de peur de la tech et une absence de peur de l'IA. On voit bien que le travail d'émancipation qui a commencé au début de ce siècle a été un vrai travail préparatoire pour l'accompagnement des évolutions technologiques. Et l'étude, elle montre bien que les gens n'ont pas peur de l'évolution technologique. Quoi, ils ont apprivoisé ce mot, ils ont commencé à mieux le connaître. En fait, ils le vivent, on le vit au quotidien dans tous nos usages, on le vit au quotidien dans notre travail, on se forme aujourd'hui sans s'en rendre compte, c'est aussi un des grands axes de on va y venir. Un rebooting permanent, on est prêt. L'étude dit bien que les salariés interrogés conçoivent tous, ou beaucoup en tout cas d'entre eux, qu'ils vont avoir à changer d'orientation au moins 1 à 2 fois dans leur carrière. C'est fantastique. Si on faisait la même étude, effectivement, il y a 13 ans, on n'aurait pas eu ça. Enfin, vous dites c'est fantastique, c'est une manière aussi, c'est un peu la méthode Coué, parce que certains disent, bah non, c'est pas fantastique. J'ai peur. J'ai peur parce que je suis pas sûr d'être au niveau, je suis pas sûr d'accéder finalement au train de vie, à la vie que j'avais. Ça crée des angoisses quand même. Ça crée bien évidemment des angoisses et la peur n'évite pas le danger. C'est bien vrai. La technologie commence à l'éviter. On prend un exemple. Quand vous téléchargez quelque chose sur votre iPad, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec la tech sans être forcément développeur. Vous pouvez y avoir accès très fortement. Ouais, c'est plus intuitif et c'est plus adapté au grand public. Revenons quand même la question de la multi-activité qui me semble être un autre sujet très politique lui aussi, mais au sens de la belle et grande politique. Auparavant, on avait une carrière longue, on était cadre, on était contremaître, on était à l'usine, on était col blanc, on était col bleu, puis on faisait une longue carrière et puis on partait à la retraite. Globalement, avant les années 70. Puis choc pétrolier, puis ensuite on commence à avoir un travail un peu plus dérégulé. Et là, on a dans votre étude un chiffre qui est incroyable, 2,3 nombres d'activités différentes, alors c'est évidemment un calcul mathématique, mené en moyenne chaque jour par un collaborateur.
Donc ça veut dire que sur une journée qui fait 8 heures ou 9 heures Ou 10. ou 10, il va. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était bien le salarié, 8 heures. Non, Alexandre Pachowski, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mentionné dans l'étude, il y a le learning in the flow of work, c'est-à-dire qu'on apprend au travail. Et aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne, on est confronté à des situations auxquelles on n'a jamais été confronté précédemment. Claire. Et selon moi, la meilleure façon de se développer dans un domaine est d'aller en développer d'autres. Pourquoi? Parce que quand vous êtes confronté à un problème dans un domaine, les réponses se trouvent souvent dans des domaines connexes ou parfois des domaines qui n'ont rien à voir. Donc la multi-activité, cette fameuse période VUCA, incertaine, volatile, ambiguë, complexe, faire face... Dans laquelle on est là. Dans laquelle, bon, depuis ne serait-ce que le Covid, je pense qu'on en est toutes et tous convaincus, la façon la plus logique finalement et la plus sûre de faire face à cette complexité, c'est de ne pas rester dans un silo, un domaine avec des œillères, mais c'est au contraire de développer des compétences. Parlons de la version au risque. 2035, ça fait peur. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ça ressemblera. Ce que l'on sait, c'est que ça ne sera pas comme aujourd'hui. Donc on va devoir changer. Changer. L'entraînement du changement, c'est de s'ouvrir à d'autres choses. Quand vous incitez des gens d'entreprise à avoir 2,3 activités ou moins ou plus, c'est un chiffre un peu bizarre, mais une injonction une à apprendre en faisant, se confrontant à des choses nouvelles, en allant parler à de nouvelles personnes. Franck Morel, juste parce que je me tourne vers l'avocat et puis aussi le senior fellow de l'Institut Montaigne, mais il y a l'accumulation ou l'empilement des statuts et qui est encore une fois qui repose un débat pour le législateur parce qu'il doit, j'imagine, commencer à refonder le code du travail parce que tout ça devient très compliqué. Il est micro-entrepreneur parce qu'on dit plus auto-entrepreneur. Il a aussi d'un côté une activité salariée, mais il fait autre chose, il se forme. Comment on réinvente ce monde-là? Parce que c'est aussi l'enjeu. Il faut que le cadre juridique suive. Bien sûr, on prend en considération une donnée qui est de plus en plus la norme, c'est le fait que, vous savez, à l'école, au collège, on apprend le théâtre classique, l'unité de temps, de lieu, d'action. C'est vrai. Ça vole en éclat. La tragédie grecque. De plus en plus, la tragédie grecque, absolument. On n'est plus dans l'unité de temps, de lieu et d'action. Les trois facteurs sont battus en brèche de manière de plus en plus importante dans la manière dont on organise le travail. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux approches possibles et l'une et l'autre doivent être conjuguées. Il y a d'une part l'approche qui consiste à multiplier les cadres d'activité. Et ce n'est pas forcément négatif de multiplier les cadres d'activité parce que précisément, compliqué pour le salarié, les situations sont différentes et les situations appellent des équilibres différents. Et puis, il y a une autre approche qui est à mon avis complémentaire et qu'il ne faut pas opposer à la précédente, c'est le fait de réfléchir à un socle de droits qui soit, dans un certain nombre de cas, accessible à l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur Ce qui n'est clairement pas le cas. Vous pouvez être travailleur indépendant, Absolument. vous pouvez être auteur, aujourd'hui. Vous pouvez cotiser à une caisse d'auteur, de travailleur indépendant, Exactement. mais en même temps avoir des salaires. Oui. Ce qui fait qu'à la fin, quand vous allez remplir votre feuille d'impôt, vous êtes en larmes devant la feuille. Absolument. Parce que c'est ingérable. Vous vous dites qu'il faut un socle commun, ce qui vient finalement, non pas détruire, j'aime pas ce mot, mais transformer cette notion de CDI, ce que Macron expliquait en 2017. Il y a les insiders, les outsiders. Il y a ceux qui ont le statut, puis il y a tous ceux qui sont à l'extérieur. Mais ce n'est pas forcément le rejet du CDI, 2,3 activités par jour. C'est peut-être l'acceptation d'une complémentarité. On peut avoir un contrat à durée indéterminée, mais qui n'est pas à temps plein, mais qui reste la base, et on peut aller faire d'autres types d'activités et être rémunéré en tant que tel. Vous avez cité différents droits d'auteur, vous avez tout ce qui peut venir. En proportion, Alexandre Pachowski, parce que vous avez contribué à ces travaux, là, 2,3 nombre d'activités différentes, ça c'est pour un salarié donné sur une journée. Dans le volume global des salariés, ça va représenter quoi? Vous l'avez quantifié ça ou pas? Sur le volume, ceux qui seront dans la multi-activité, ça va progresser selon vous? Moi, je pense que c'est amené à progresser, mais là, je vais prendre plutôt un point de vue citoyen, parce que finalement, me semble-t-il, la demande des citoyens aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à plus de choses et de ne pas se cantonner simplement à la même chose de façon répétitive. Encore une fois, parce que bon, on va pas faire café du commerce, sur le monde est vaste, on en a une fenêtre de plus en plus importante. On est zapper. On a simplement envie de faire plus de choses parce qu'on se sent moins en sécurité. On a le sentiment que prévoir à 40 ans, ça n'a plus de sens. Donc si j'ai des envies, il faut que je les assouvisse. Ici et maintenant. On est plus dans l'ici et maintenant. Il n'y a pas besoin de... encore une fois, de plus de preuves que ce qu'on a vécu depuis 3 ans. Pour ça. Donc, la maladie, les guerres. Ça va tendre plutôt à s'accroître.
à cause de cette urgence. Franck Morel, et je donne la parole. Il y a Mathieu Fouquet. deux curseurs pour lesquels il me paraît important, pour chaque situation, de trouver le bon niveau de positionnement. Le premier curseur, c'est le curseur de l'autonomie et de la souplesse. En fonction des types d'activités, le besoin d'autonomie, le besoin de souplesse va être plus ou moins important. Et le second curseur, c'est le curseur du niveau des garanties sociales. Alors on voit bien que pour certains types d'activités, le salariat, CDI par exemple, on va positionner le curseur des garanties sociales assez haut, le curseur de l'autonomie plus bas. Pour les indépendants, c'est l'inverse. On va avoir un curseur de l'autonomie qui va être très élevé et un curseur des garanties sociales qui sera plus faible. Eh bien, tout l'enjeu qui est devant nous, justement, c'est de trouver pour chaque situation, en injectant de la souplesse, en injectant de l'agilité et de la capacité de passer d'une situation à l'autre en fonction des enjeux auxquels nous sommes confrontés, eh bien, des bons niveaux de curseur pour chaque situation. Et on a été capable de le faire. Quand je me remets en arrière, justement, par rapport à 2009, on a créé un certain nombre, justement, de statuts, d'écosystèmes. Je peux vous citer deux exemples. Le portage salarial, le CDI intérimaire, l'auto-entrepreneur, on le citait tout à l'heure. Effectivement, voilà des exemples de statuts qui ont été créés, qui optaient pour un certain niveau de curseur, justement, entre souplesse et sécurité. Et donc, tout l'enjeu, c'est à la fois de conjuguer effectivement le fait d'avoir des statuts adaptés et puis d'avoir dans un certain nombre de situations des socles de garantie. Je voulais que vous me commentiez ce chiffre, tous les trois d'ailleurs, mais en particulier, je me tourne vers OnePoint. Alors, quand j'ai lu votre rapport et ce chiffre, je me suis dit, il faut que je demande des explications, parce que automatisation, un professionnel augmenté, plus que remplacé, on l'a évoqué, mais 606 991 nouveaux métiers pourraient être créés en France d'ici 2035. 606 911. Alors, je n'ai pas répertorié, je ne sais pas combien il y a de métiers en France. Ça doit représenter 60% des métiers, à peu près. 60% des métiers. Ça veut dire que sur une base 100, il y en a donc 60% qui vont disparaître et être remplacés par de nouveaux qui vont évoluer. Ça veut aussi dire, à contrario, que sur une base 100, il y en a 40% qui vont continuer tels qu'ils sont parce qu'il y a eu un impact humain réel, immédiat. Il restera un boulanger, une coiffeuse, enfin des métiers incontournables pour la plupart. Oui, mais enfin non, énormément, mais aussi de la création d'autres types de métiers. On peut prendre un exemple de métiers qui vont être hyper importants, et qui le sont sans doute déjà. Vous regardez la donnée, les données de santé, d'accord ? Il faut absolument... De l'or noir, dit-on. Voilà, il faut absolument vérifier qu'elles sont utilisées à bon escient. Aujourd'hui, il y a un encadrement législatif, l'éthique du traitement de ces données de santé n'existe pas. Or, sans doute qu'un métier de demain qui est directement lié à l'accélération technologique... Il y a la CNIL, qui autorise à... Oui, mais ce n'est pas un éthicien de la donnée personnelle. Et ça, c'est sans doute un métier de demain. Tous les métiers autour de la mobilité vont être à réinventer. Tous les métiers autour de l'économie circulaire sont à inventer. On en connaît quelques-uns, je m'autorise, je ne vais pas vous dire. Oui, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées sur l'économie circulaire, et des grands groupes d'ailleurs qui travaillent dessus. Il faut quoi ? Il faut les créer, il faut aussi les valoriser, je m'autorise, parce que c'est des métiers où il y a un vrai problème de recrutement. Bien évidemment, d'où les filières, d'où ce que présentait Alexandre juste avant. Il faut anticiper ces évolutions, et on voit que ce n'est pas une anticipation long terme, ce n'est pas un méga plan, c'est une anticipation à 10-15 ans. C'est maintenant que les choses se font. Alexandre Pachowski, quels sont les secteurs dont on sait, et là ce n'est pas des prédictions parce que l'économie nous le dit, parce que le Covid a accéléré le processus, dont on sait qu'ils vont disparaître, et quels sont les secteurs dont vous dites aujourd'hui, en 2035, on se trompe peu en disant que les trois gros secteurs seront ceux-là. Est-ce qu'on peut le faire comme ça sous forme de classement ? C'est pas si simple. Moi, je dirais plutôt, si on revient sur la notion des métiers, que sur tous les métiers, il y a un pan très fort d'automatisation. C'est certain. Je prends même le journalisme. Tout ce qui a trait à la recherche, aujourd'hui, tout comme les avocats. Il y a des articles entiers qui sont faits. Vous verrez que, par contre, sur chaque métier, la question qui est posée dans l'étude, c'est qu'est-ce qui, normalement, devrait revenir à un humain et à un humain seul. Comment on répartit, quoi ? Là, il va y avoir, à mon avis, sur tous les métiers qui existent, une relecture de ces métiers. Et puis, on parle toujours de la technologie. Mais moi, j'aime bien revenir à l'exemple très simple. À quelques encablures d'ici, il y a les ateliers de Dior. Les couturières continueront de coudre. Et il y en a de moins en moins. Et ce ne sont pas les filières qui sont promues. Vous prenez l'agriculture avec des entreprises comme Hectare. On peut aller dans le métaverse, il faudra bien qu'on se nourrisse. Donc l'agriculture, avec en plus les problématiques de développement durable, le retour au local. Donc ce qui est intéressant, c'est si on prend une courbe de Gauss, il y a effectivement tous ces métiers qui vont se créer, qui sont de l'ordre du Blade Runner ou 2001, l'espace qui paraissent futuristes.
pour le commun des mortels, mais de l'autre, les métiers d'hier, ce secteur primaire qui ont un peu disparu Aide à la au profit personne, du tertiaire, bah oui. ça va revenir parce que qu'est-ce qui incombe à l'humain? La relation, les sentiments, l'émotion, et ça, à l'école, il va falloir aussi bien enseigner le traitement de la donnée que de nouveau apprendre à établir des relations harmonieuses avec les gens. Et ne c'est pas les intéressant parce que opposer. vous revenez à l'école, je m'autorise. Ouais. En fait, si on veut transformer ce monde pour l'amener là où vous voulez l'emmener, ça démarre dès l'école. Enfin, Toujours, bien sûr. c'est la formation initiale qui va nous guider, parce que si on reste sur des vieux modèles 20e siècle, Bien sûr. on va rester sur... Et c'est un enjeu fondamental, cette notion d'éducation. Franck Morel, et je vous donne la parole. Oui, c'est un enjeu fondamental et ce que vous venez de dire pointe un certain nombre de tendances lourdes là aussi. La première, c'est ce qu'on appelle, avec un acronyme un peu barbare, la FEST, l'action de formation en situation de travail. C'est-à-dire de valoriser toute la formation en situation de travail. Alors on dit parfois sur le tas, c'est-à-dire ce qu'on peut apprendre lorsqu'on agit au quotidien dans le cadre de son job. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui est reconnu de manière, je dirais, organisée. Et ça, c'est un des enjeux de demain. Vous dites quoi? Il faudrait institutionnaliser un peu plus il faut aller plus ces loin, acquis, effectivement, dans les voies et moyens de reconnaître l'action de formation. C'est-à-dire que ça donne un équivalent diplôme, ça Oui, donne... absolument. C'est des voies de reconnaissance, c'est des filières de reconnaissance. La deuxième chose, vous l'avez dit, c'est effectivement la question des soft skills, des savoir-être. C'est-à-dire, on voit bien que le rapport sauf le diplôme. distinction, entre la connaissance technique, la connaissance, on va dire entre guillemets, livresque, celle qui peut, dans un certain nombre de cas, être effectuée par la machine, celle technique qui ne peut pas être effectuée par la machine. Vous disiez tout à l'heure le geste professionnel, le geste très pointu. Ou un bel article écrit par un journaliste. Absolument. Je m'autorise, il y a aussi parfois quelques belles lettres. Et puis, la compétence relationnelle, la compétence de savoir-être, celle qui ne pourra jamais être assumée par la machine. Et celle-là, effectivement, de plus en plus, dans les besoins de recrutement, dans les problématiques de tension qui sont mises en avant, c'est quelque chose qui est majeur, qui est important et qui doit être pris en considération par l'appareil de formation. Mathieu Fouquet, on l'évoquait avec Alexandre Pachowski, vous citiez ces films comme ça futuristes, qui sont de moins en moins finalement, mais on nous vend aussi de plus en plus des reportages, des articles où on nous dit mais la machine elle est là, elle va transformer, elle prend notre voix, elle est en train d'avoir presque notre cerveau. Doucement mais sûrement, la machine devient de plus en plus intelligente. La réflexion que vous menez dans votre entreprise, parce que vous OnePoint, c'est quand même une entreprise qui est spécialisée dans la transformation numérique, accompagner ces boîtes, c'est jusqu'où et jusqu'à quel niveau d'eau monte le numérique, en fait, et comment s'organise cette partition finalement? Je suis un peu simpliste, hein. Je n'oserais pas dire ça, mais c'est comme sur l'approche sur les jobs. C'est-à-dire que c'est pas opposer les jobs qui vont être supprimés parce que le numérique et les autres qui vont être préservés. C'est qu'en fait, c'est faire travailler ensemble. Et en fait, le niveau de l'eau, il monte pour tout le monde et on est tous au-dessus d'une ligne de flottaison. Ce qui est sûr, c'est que l'individu sans la tech sera en dessous du niveau de flottaison. Mais la tech sans l'individu, on en fait ce qu'on veut encore pour l'instant. Donc on monte ensemble. Vous me rassurez. On monte ensemble. Exemple de job qui associe l'émotion, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Vous parliez de la dépendance et de la gestion de la dépendance. C'est quand même un sujet d'actualité qui va être de plus en plus d'actualité. On va avoir besoin vraisemblablement d'avoir des programmes d'intelligence artificielle adaptés à l'individu pour qu'il y ait des protocoles, pour qu'il garde son autonomie. Ça, c'est bien une conjonction entre un médecin... C'est bon pour l'homme, enfin, c'est bon pour l'être humain. Ça contribue à préserver l'autonomie. Alexandre Pachowski, je vous ai vu réagir avec le niveau de l'eau, parce qu'il y a un peu ce débat, on se dit mais on va être englouti par la machine. Je suis désolé, je pense encore pop culture et je pense à Real Humans, puisque dans le premier épisode de la saison 1, on voit un U-Bot qui porte assistance à une personne âgée et en prend soin. Seulement, quand la personne âgée veut boire du café, le U-Bot lui dit non. Quand il veut manger du chocolat, il lui dit non, parce que c'est pas bon pour la santé. Et lui, il est programmé finalement, pour ça. Vous disiez au démarrage, la question de la technologie et de l'intelligence en particulier, l'intelligence artificielle, c'est une question politique. Oui, qu'est-ce que le bien? Et on va devoir faire citer, faire société. Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre soin de nos aînés par la technologie? Avec quel outil? Il va falloir qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire faire du bien à quelqu'un? Et finalement, on va se reposer la question du vivre ensemble, du fameux vivre ensemble tellement galvaudé. C'est pour ça que c'est un point politique. Mais il va falloir je m'autorise, débattre de ça. Dans la technologie d'IA, on a vu ces petits robots arriver dans certains EHPAD, qui étaient expérimentaux certes, mais qui égayaient la vie de ces pensionnaires, hommes et femmes.
Et certains se sont offusqués en disant, vous avez vu, les robots remplacent les humains. Puis on s'est aperçu 6 mois plus tard que certains étaient très très malheureux dans des EHPAD, traités par des humains, souvent très mal et mal payés, puisqu'en fait c'est de ça dont il était question. Vous choisissez quoi? Vous dites qu'il faut une juste partition, ou de toute façon c'est la marche de l'histoire et on ne lutte pas contre ça? Non, il faut une juste partition et il faut accompagner le mouvement en posant un certain nombre de principes généraux. Vous savez, je vais vous faire un parallèle avec quelque chose qui est très ancien, qui étaient les questions qu'on se posait au début des années 90 sur le recrutement. Il y avait tout un tas de pratiques en matière de recrutement qui étaient mises en avant, et on disait ça va dans tous les sens et on ne sait pas comment on va faire pour éviter qu'il y ait des directions qui soient prises qui n'aillent pas dans le bon sens. Et il y a eu, le législateur à l'époque a posé un certain nombre de principes de base, basiques, en disant par exemple les informations demandées lors d'un entretien de recrutement. Pour cadrer le recrutement. Un lien direct est nécessaire. Alors je pense qu'en matière d'intelligence artificielle, il faut accompagner le mouvement, il faut être optimiste, il faut le voir évidemment de manière positive. Il faut l'encadrer. Mais il faut l'encadrer et, par exemple, un certain nombre de principes pourraient être mis en avant, comme par exemple le droit à la décision humaine. Le droit à la décision humaine, c'est un principe basique, simple à formuler, mais qui pourrait être un exemple. Enfin, c'est le dernier recours. L'homme doit décider en dernier recours. De mise en avant de principes basiques. C'est pas tout à fait ça. Accompagne justement l'utilisation. C'est pas le dernier recours. C'est pas l'homme qui décide en dernier recours. Vous dites qu'il faut qu'il ait le choix. D'accord. Il faut qu'il y ait en tout processus, à un moment donné, on puisse avoir le droit à ce que la décision humaine intervienne. Ça vous va? Vous êtes d'accord avec cette idée? Avec des individus qui reçoivent une très bonne éducation. Bien sûr. On est d'accord. Puisque pour être libre, il faut quelque part être éduqué. Être éveillé et ouvert au monde. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Complètement. On en revient à l'éducation. Parce que Exactement. En fait, sujet fondamental, c'est un autre chiffre qui est assez incroyable dans cette étude. C'est quand on voit le temps dédié à la formation, que vous abordiez la formation initiale et la formation continue. 2h48. 2h40. Bah ouais. Enfin, moi, quand je lis ça au début, je me dis, bon, il y a une faute de frappe, il se passe quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Et c'est énorme, mais en fait, il y a deux axes. C'est-à-dire que, vous le disiez, et tu le disais aussi, la formation, elle est d'un côté invisible au quotidien, c'est-à-dire qu'elle n'est plus visible, ça fait partie de notre quotidien. Quand on va avoir 2,3 activités par jour, on va se mettre à jour en permanence. Donc il y a une grosse part qui va être prise par ça. Et ce que dit aussi l'étude, ce que disaient les 2000 personnes interrogées, ce qu'il en ressortait, c'est qu'ils sont prêts à des rebooting permanents, changer de carrière. Rebooting, c'est-à-dire on reboot un peu comme un ordinateur. Ce mot me choque un peu. On reboot l'humain, quoi. D'accord. Rebootez-le. Alors on se forme à nouveau sur une autre orientation de carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit rebooter, on prend son risque. On est déjà dans la finance. On revient sur un peu de l'humain. Un peu. Vous savez, un dernier mot. Nous sommes encore l'un des pays où l'ancienneté dans l'emploi est la plus importante par rapport à nos voisins européens. Donc, les mouvements qui sont mis en avant vont dans le bon sens, mais il faut accompagner ce mouvement pour progresser encore dans la gestion de la mobilité et dans le fait de favoriser les reconversions professionnelles et la mobilité. Merci à vous trois. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce rapport en entier, dans le détail, fabriqué à plusieurs mains, avec beaucoup d'études méthodologiques de terrain, avec Kantar Public, Mathieu Fouquet. Merci, secrétaire général et partenaire RH de OnePoint. C'est 2900 collaborateurs, je ne l'avais pas précisé, qui font de la transformation et qui accompagnent les entreprises dans leur transformation numérique. Merci Alexandre Pachulski, docteur en intelligence artificielle, qui réfléchit justement à ces données philosophiques et politiques, puisqu'en fait, ces questions-là sont des données éminemment politiques, des sujets éminemment politiques. Et puis Franck Morel, merci, avocat en droit du travail, senior fellow à l'Institut Montaigne, avec ce rapport aussi que vous aviez remis il y a quelques temps sur une réforme approfondie d'un certain nombre de métiers. Merci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser au recrutement, évidemment. Un recrutement qui se régionalise. Tiens, on en parle avec Julien Breuil.